Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue au décryptage. Entre la lutte contre le coronavirus et la célébration des 60 ans de l'indépendance nationale, se profile un véritable débat politique sur le déroulement de l'élection présidentielle de 2021. Beaucoup de préalables du côté de l'opposition, alors que le gouvernement a commencé à toiletter le cadre législatif irrelatif. D'autres forces vives de la nation ne sont pas restées en marge de ce contexte politique à plusieurs rebondissements. C'est dans ce cadre que Décryptage reçoit aujourd'hui M. Digne Elvis Tsalisan Okombi. Il est le coordonnateur national de la plateforme Pona Ekolo. Monsieur le coordonnateur national, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors, je rappelle également que vous êtes député national, l'élu de Ngo, et ensuite, vous avez été ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de relations avec le Parlement. On va dire un passage dans le gouvernement un peu de façon cavalière. Hein. Mais pas du tout. C'est parce que nous sommes habitués à voir des gens qui font 20 ans, 15 ans. Ça ne peut pas être le principe. Voilà, c'est même une exception. Et vous ne verrez ça qu'au Congo ou bien dans les pays africains. Il arrive qu'à un moment donné que le président fasse appel pour servir le pays à un moment donné. C'est une mission. Nous sommes des hommes de mission. Et vous êtes resté 15 mois dans le gouvernement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. L'essentiel, c'est que nous avons accompli ce qu'il fallait accomplir. Il faut d'abord reconnaître une chose, que les Congolais, avant notre passage, avaient l'impression que les relations avec le Parlement n'existaient pas. Et dès que nous sommes arrivés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un ministère fondamental qui assurait quand même les relations entre les deux institutions. Nous avons donné de la valeur. Mais après, il y a eu d'autres missions. Aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée, que je considère comme une autre mission. Et je crois que nous faisons notre travail. En 2015, pendant que le débat sur le changement de la Constitution faisait rage, vous avez réclamé la tête des ministres Guy Brice Parfait Kolela, qui était à la fonction publique, et Claudine Minari, qui était au commerce. Vous avez été servi. Une année plus tard, vous avez essayé également de réclamer la tête des ministres de la Défense et de l'Intérieur pendant que la guerre dans le pool faisait rage. Mais là, vous n'avez pas été servi. Où en sommes-nous? C'est ça la vraie question. Alors, il faut partir sur l'hypothèse que nous avions dit que nous ne croyons pas à ces accords. Voilà. Accord entre les éléments du passé Antoumi et le gouvernement. Oui. Parce que pour nous, nous pensions que... C'était une trahison. On peut aller au-delà de ça. Nous pensions que cet accord ne produira rien. La preuve, c'est que nous sommes à 7 mois de la présidentielle, 6-7 mois de la présidentielle. Nous avons, à l'entrée de Brazzaville, un homme super armé que personne ne comprend et ne connaît ce qu'il fait. Ça veut dire que nous sommes en train d'engager le pays. Nous sommes en train de laisser le président continuer à gérer le pays tout en étant pris en otage par un monsieur que personne ne maîtrise. Parce que les vraies questions, nous finirons par nous les poser. M. Toumi, après avoir été nommé à la présidence de la République, a fait pratiquement, je crois, 5 ans en tant que collaborateur du chef de l'État. Après avoir été désarmé. À quel moment il s'est réarmé, voilà, pour par la suite remettre en cause les institutions de la République. Plus de 2 ans après, aujourd'hui, il faut reposer la question à ceux qui étaient les promoteurs de cet accord. Où en sommes-nous? M. Toumi continue à être armé. M. Toumi continue à traumatiser les populations de l'Opole. Est-ce que tout cela peut justifier tout ce que les gens racontent à votre sujet, les relations que vous avez aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur? On dit que c'est un peu tendu entre vous deux. On ne devait pas avoir des débats de personnes. Si les débats sont des débats des idées, les idées sont toujours confrontées à l'épreuve du temps. Par exemple, sur le sujet que vous venez d'aborder, vous comprenez que nous avions eu raison. Puisque près de 2 ans après, cet accord est au point mort. Posez la question à ceux qui étaient les gestionnaires de ce dossier dans le département du Pool, ils vous diront que ce dossier n'a pas avancé. Je dis que tous ceux qui ont eu le courage de proposer cet accord au président de la République doivent repartir sur le président pour lui dire « nous nous étions trompés, nous sommes au point de départ ». Monsieur Tsalisan, depuis le mois de juin, vous avez lancé une grosse campagne d'adhésion et d'installation des comités de soutien de votre plateforme Pona Ekolo
malgré la présence du virus qui fait autant de dégâts. Pourquoi toute cette boulimie, cette agitation politique? C'est pourquoi? Agitation politique, je ne pense pas. Mais les gens ne savent pas que la campagne Lika a été lancée, ça fait une année. Voilà, la campagne Lika a commencé d'abord par ce que nous appelons le talent Lika, talent de l'espoir. Voilà, ça fait une année. Ensuite, nous avons organisé des championnats, des compétitions sportives un peu partout dans le pays. Mais depuis juin, alors, ça a pris un autre... Mais pour la simple raison, c'est que Ponecol a été créé en 2015 et en 2020, nous avons 5 ans. Donc, le mandat du président de la dynamique, le ministre Ngolundele, est à terme. Et mon mandat en tant que coordonnateur général est aussi, nous sommes au terme de notre mandat. Donc, l'objectif primaire, d'abord, c'est de restructurer les structures de notre dynamique, d'abord, parce que par la suite, nous irons à notre convention. Ensuite, il faut le dire, voilà, nous sommes dans une période assez spéciale, voilà, où c'est une période où les hommes politiques en profitent pour manipuler les populations. Voilà. Ponecol étant une dynamique citoyenne qui se caractérise dans la sensibilisation des populations, nous avons voulu seulement nous réorganiser de façon que nous soyons aux avant-postes de la sensibilisation pour que nous puissions informer les populations. Alors quel est, à mi-parcours aujourd'hui, le résultat de cette campagne? Très avancé, très avancé. Déjà au niveau de Brazzaville, nous sommes à près de 3000 structures déjà mises en place. Sur les 7500 que nous devons mettre. C'est des microstructures, des embryons, des petites cellules de 2-3 personnes. 3000, c'est énorme, monsieur. Non, nous sommes partis sur un principe que beaucoup de gens ne semblent pas reconnaître. Les partis traditionnels ne mobilisent plus dans notre pays. C'est fini. Cette étape-là est terminée il y a longtemps. Voilà. Les Congolais ont aujourd'hui d'autres formes d'organisation dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements. Ils s'organisent autour des mutuelles, autour des équipes de Wawa pour des jeunes. Voilà, c'est comme ça que les Congolais s'organisent maintenant. Donc, l'unique manière de pouvoir faire passer le message aux Congolais, c'est d'adopter leur forme d'organisation. C'est là que nous avons mis ce qu'on appelle des microstructures qui ne dépassent pas 50 personnes. Et puis, il y a un bureau. Ça nous permet d'avoir des répondants, des partenaires sur le terrain sur lesquels nous pouvons véhiculer des idées. Et qu'est-ce qui reste ? Nous avons fait le département de Brazzaville avec l'honorable Nino Ngwamba à la tête. Nous avons fait le département de Pointe-Noire, du Kwilu, Bouenza, Niari, les Koumou. Et là, je crois à partir de la semaine prochaine, nous sommes dans le département de Plateau. Nous allons attaquer la deuxième phase de notre structuration pour aller jusqu'à l'Ikwala. Et ensuite, nous rentrerons dans la grande mobilisation à partir du mois d'octobre, je crois. Ça sera maintenant l'adhésion populaire. Voilà un peu le programme. Et vous faites tout ça là pour qui ? Puisque vous-même, peut-être, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. On ne sait jamais. Mais vous faites tout ça là pour qui? Sans langue de bois. D'abord, il faut d'abord dire que Ponecol a un président d'honneur. C'est le président Denis Sassou Nguesso. Voilà, depuis 2015. Donc vous faites tout ça là pour lui? Pas seulement. Mais parce que nous avons un objectif, c'est de l'accompagner dans sa stratégie qui consiste à garantir la paix aux Congolais. Vous savez, nous venons de passer pratiquement 5 ans d'une crise terrible dans le pays. Voilà. Il n'y a pas un intellectuel, il n'y a pas un député, il n'y a pas un sénateur qui ne connaît pas la réalité socio-économique du pays. Mais vous trouverez quand même des personnes de mauvaise foi qui passent pour dire aux populations que non, cette situation est due parce qu'un tel a pris de l'argent, a mis dans sa peau. Voilà, pour tromper les populations. L'élection présidentielle était quand même un scrutin majeur parce qu'il s'agira pour nous de choisir le Congolais qui va gérer le Congo pour les 5 ans à venir. C'est notre avenir. C'est l'avenir de nos enfants. Voilà, donc on ne peut pas laisser les populations comme ça à la merci de tous les. Mais est-ce que l'avenir n'est pas assez déjà compromis 60 ans après l'indépendance ou bien 5 ans après est-ce que c'est rassurant d'après votre propre lecture l'avenir de la jeunesse? Est-ce qu'il n'est pas assez compromis déjà? Ça dépend de la perception que l'on a de l'avenir. Alors, nous avons aujourd'hui une génération des jeunes des plus formés qui soient. Voilà. Si nos papas hier étaient des instituteurs et qu'ils étaient les hommes politiques, aujourd'hui, vous avez des jeunes Congolais qui ont des masters, des doctorats, mais qui ont beaucoup étudié. Et beaucoup de chômeurs aussi, voilà, dans le lot. Mais voilà le grand défi. Le défi aujourd'hui, c'est que nous puissions nous réadapter notre stratégie de lutte contre la pauvreté, de création d'emplois, de façon que nous puissions, comment je dirais,
créer un cadre légal qui puisse créer des emplois pour des jeunes. Ce n'est que le grand défi que nous avons. Tout à l'heure, vous avez fait une analyse sur le pourquoi de votre dynamique. Vous avez fait une analyse disant que les partis traditionnels ne mobilisent pratiquement plus et qu'il faut se rapprocher de la population pour aller élever les voix qui pourront donc contribuer à l'élection de votre candidat. Est-ce que vous ne faites pas ombrage ou vous ne souhaitez pas, vous ne voulez pas faire ombrage au parti présidentiel ? Dont la mission est justement de mobiliser autant de personnes pour qu'ils votent pour le président. Vous faites le même travail? Mais pas du tout. En ce moment-là, il faut que l'on se dise c'est quoi l'objectif final. Voilà. Si nous sommes dans une famille et que nous sommes tous des rabatteurs, voilà, et nous partons à la quête des voix pour apporter sur la table du Père, je ne vois pas pourquoi il y aura concurrence, à moins qu'il y ait des personnes qui soient de mauvaise foi. Voilà. Ce qui nous emmène aujourd'hui à nous poser une seule question. D'où vient-il maintenant que depuis 2015, pratiquement 2016, que des lois sont prises, que des décisions sont prises pour empêcher que cette jeunesse-là, que ces populations-là s'organisent pour soutenir l'action du président de la République? C'est ce genre de questions qu'on devrait se poser. Je pense que l'analyse de ces questions-là pourrait nous pousser à trouver des réponses peut-être qu'on ne s'attend pas. Justement, puisque vous venez de restructurer Pointe-Noire, est-ce que vous avez mis des nouvelles stratégies? On fait un retour en arrière. 2016, d'après les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, le président Denis Sassou Nguesso, alors candidat à cette élection, a été très mal élu, n'a pas pratiquement été élu à Pointe-Noire. Est-ce que cela fait aujourd'hui partie de votre stratégie pour ramener votre candidat en tête à Pointe-Noire? D'abord, il faut avoir le langage électoral. Il ne s'agit pas que le président de la République soit élu à Pointe-Noire. Le président de la République n'est pas sorti premier à Pointe-Noire. C'est ça le langage d'abord. Parce que être premier à Pointe-Noire avec 1000 voix et que le deuxième a 900 voix ne fait pas de vous élu. Vous avez 1000 voix. Multiplié par les 342 000 km², parce que c'est là qu'on verra le chiffre final, est-ce que vous avez les mêmes voix dans le Niari, dans la Bondja? Est-ce que ça, on va théoriser sur ça? Est-ce que ce n'était pas quand même une grosse déception dans la majorité présidentielle? Bon, heureusement que je ne suis pas de la majorité. La question... Mais c'est tout comme, hein? La question que l'on doit... Moi, je soutiens le président de la République. Oui. Voilà. Parce que si nous avions retenu les leçons de 2015, de 2016, je pense qu'il y a des comportements qu'on adopterait aujourd'hui. Et ce comportement-là est de dire que nous devons laisser les organisations sociales, nous devons laisser les associations des jeunes, parce que c'est eux qui font le scrutin aujourd'hui, s'organiser pour continuer, pour soutenir la victoire du président. Mais là, à voir un peu ce que les gens sont en train de faire, moi je me dis qu'il y a d'autres personnes qui ont leur plan B. Et le plan B qu'ils ont, c'est sûrement pas que le président puisse avoir un scrutin, une réélection qui soit sans faute. Vous êtes quand même un enfant de la maison. Vous donnez l'impression que vous ne vous accordez pas sur un certain nombre de choses. Autour du président, c'est comme une grande maison avec beaucoup de chambres. Voilà. Le constat qui se dégage avec le temps, avec le recul, aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se croire même comme étant des vice-présidents de la République. Alors que leur présence même dans la sphère politique n'est due qu'à la signature du président. Et cette signature du président est due au fait que des Congolais, des jeunes Congolais, j'insiste sur le mot jeunes Congolais, voilà. Vous parlez comme un homme frustré, hein? Aigri aussi peut-être. Mais pas du tout. J'aime à le dire, mon cher ami. De ma génération, je ne pense pas avoir des gens qui ont occupé pendant autant longtemps des postes politiques. De ma génération. J'ai fait 9 ans vice-président à la CNI. C'était pas rien. Par la suite, je suis allé au gouvernement. Et là, je suis député à l'Assemblée nationale. On peut être frustré parce qu'on est député. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas donner l'impression aux jeunes Congolais qui viennent faire la politique que nous serons 4 millions de ministres. Ce n'est pas possible. Il faut leur dire que demain, on peut leur accorder de la chance d'être des administrateurs de société.
Ils ne sont pas moins congolais que ceux qui sont députés ou ceux qui sont ministres. Et lorsque dans cette marche où nous devons travailler pour le patron, vous avez des personnes qui jouent contre leur propre équipe. Vous ne travaillez pas pour le peuple, vous travaillez pour le patron. Non, c'est différent, attention. Le peuple congolais n'a pas élu 4 millions de Congolais. Le peuple congolais a un candidat qui a proposé un projet au candidat. Ce candidat qui aura une responsabilité politique dans 7 mois, il n'y en a qu'un seul. Nous ne serons pas 1000 à rendre compte aux Congolais. Donc, la responsabilité politique incombe au président de la République. Vous avez peur du bilan aujourd'hui? On va vers la fin du mandat. Pas du tout. Et là encore, il ne faut pas donner l'impression aux Congolais que le Congo se résume à ses 5 ans. Voilà. Nous avons passé une période très difficile. Mais la crise n'a pas seulement frappé le Congo. La crise a frappé pratiquement tous les pays du monde. L'Arabie Saoudite, premier pays producteur de pétrole, a dû revoir sa stratégie de développement d'ici 2035. Voilà. Et aujourd'hui, vous comprenez que beaucoup de pays africains qui avaient des stratégies de développement ont dû revoir ça à la baisse. La question qui doit se poser, que nous disons aux Congolais, avec notre projet de l'ICA, c'est de dire, est-ce que nous pouvons croire à l'avenir de notre pays? Nous disons, oui, les indices sont là. La base a été posée. Déjà avec la marche, la nouvelle espérance, parce qu'il fallait ramener la paix. Ensuite, avec le chemin de l'avenir, parce qu'il fallait poser les bases d'un développement. Mais lorsque nous devions... Est-ce que les jeunes croient à ça, ce genre de discours? Bien sûr. Mais le problème, ce n'est pas que les jeunes croient ou pas. Le problème, c'est que le message vaut au même moment que les messagers. Voilà. Donc, lorsque vous Il n'y a pas les bons messagers. Si. Il suffit juste de les réidentifier. Il faut les réidentifier de façon que ce soit eux qui aillent parler au peuple. Voilà. On va parler de l'UMP, un parti que vous avez créé avec certainement d'autres compagnons. Aujourd'hui, le parti est suspendu. Le dossier se trouve au tribunal administratif de Brazzaville, donc à la Cour suprême. Vous attendez la dernière décision. Mais parlons d'abord de la philosophie de ce parti avant d'en arriver à toutes les perspectives. Parlons de la philosophie du parti. Vous vous définissez comme un mouvement du centre, un parti du centre avec les idéaux du centre. Est-ce que ce n'est pas une confusion aussi qu'on vous voit plus du côté de la majorité présidentielle que du côté de l'opposition? La question que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que le centre n'est pas un positionnement géographique. Non, le centre est notre position idéologique. Donc les idées que nous développons sont des idées centristes. Voilà. Mais avoir la définition que nous donnons en tant que notre parti, c'est que nous sommes contre ce que nous appelons le soutien inconditionnel et contre ce que nous appelons l'opposition systématique. Voilà. Voilà d'abord le positionnement que nous avons. Voilà. Alors, il est possible, oui, c'est vrai, que nous sommes plus proches du chef de l'État, mais parce que la simple raison, c'est que jusqu'aujourd'hui, les idées que le chef de l'État développe rencontrent notre assentiment. Mais il y a des bonnes analyses du côté de l'opposition. Pourquoi vous n'allez pas les voir eux aussi pour améliorer ce qu'ils font comme proposition? Mais il est arrivé que nous travaillons ensemble avec l'opposition. Il est arrivé que nous puissions faire des réunions avec l'honorable Tassim Abiala et les autres au siège de l'UPADES, le président Boukambagoume et les autres. Nous avons mené des combats ici, à la veille du dialogue de Sibiti, de Doluzi, d'Evo. Nous avons mené des revendications ensemble pour améliorer la loi électorale. Nous avons travaillé ensemble. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si nous avons aujourd'hui assez confiance pour donner l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants entre les mains de ces leaders que vous pensez d'opposition, je dis non. Voilà, parce que là, on ne blague pas, c'est l'avenir de nos enfants. Voilà, la paix, la sécurité, la garantie que les libertés... vous préférez la continuité, quoi, avec le PCT, avec le président Denis Sassou Nguesso. Avec le président Denis Sassou Nguesso. Le changement pour le changement sert à quoi? Voilà.
Le changement pour le changement, ce n'est pas une stratégie politique. Mais qu'est-ce que vous vendez alors comme idée à ces jeunes qui doivent vous suivre, ces jeunes chômeurs, ces jeunes qui sortent des familles assez précaires? Qu'est-ce que vous leur vendez comme bonne idée, ne serait-ce que pour les 5 prochaines années? Parce que eux, au moins, l'avenir est vraiment compromis aussi. Vous n'analysez pas ensemble avec eux? Mais bien sûr. Ils ne vous font pas des témoignages de leur souffrance? Mais la souffrance, c'est que il ne faut pas penser que nous vivons au-delà des problèmes des Congolais. Ah, heureusement. Nous les vivons au quotidien. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, dans la circonscription de Ngo, où je suis député, et avec un certain nombre de députés aujourd'hui, nous sommes obligés de prendre en charge, par exemple, d'accorder des bourses d'études aux élèves. Nous sommes obligés... Alors que ce n'est pas votre rôle. Mais justement, c'est parce que nous voulons essayer de compenser un peu un certain nombre de choses. Le président de la République a mis en place près de 7 institutions étatiques ou para-étatiques chargées de prendre en charge la problématique de la jeunesse. Nous avons combien de ministères aujourd'hui chargés de prendre en charge la problématique de la jeunesse? À ce niveau-là, voilà la volonté politique qu'on attend d'un homme politique qui soit chef de l'État. La question que l'on va se poser par la suite, c'est est-ce que nous avons pu atteindre ces objectifs? Moi, je dirais non. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est pour cela que la campagne Elika a un thème. Replaçons la problématique de la jeunesse au centre de la gouvernance. Voilà, c'est ça le thème de... Mais vous n'êtes pas écouté. Le problème, ce n'est pas d'être écouté. Il faut que nous soyons nombreux à le dire. Et je félicite aujourd'hui le ministre Ibombo qui va faire adopter une loi sur les start-up. Voilà. On oublie souvent que la création des emplois dans un contexte de mondialisation, c'est formation plus financement égale emploi. Voilà. L'emploi, ce n'est pas la fonction publique. Oui, mais la loi n'apportera pas les financements aussi. Mais on a tort. Les lois, il y en a eu. Hein. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire une chose, toujours dans le cadre de la campagne Elika. Nous avons eu 12 ans ou 14 ans de municipalisation accélérée. Parce qu'il y avait un objectif. Il fallait doter le pays des infrastructures de base. Ça a été fait. Aujourd'hui, on peut aller partout. Quand on arrive, on sait que ça c'est une mairie, ça c'est une préfecture. C'est pour faire du tourisme ou bien pour aider les jeunes à se développer? Je voudrais aller au bout de ma réflexion. Voilà. Maintenant que nous avons doté le pays de ces infrastructures, maintenant l'objectif doit être... Les stades un peu partout. L'objectif doit être aujourd'hui de former maintenant les Congolais qui sont censés hériter de ces choses-là. D'où la nécessité d'avoir, pour les 5 ans à venir, des financements au niveau que nous avons eu avec le ministère accéléré, maintenant pour le financement des projets des jeunes. Voilà, vous avez le devoir. Est-ce que pour ça, la condition, il faut d'abord qu'ils soutiennent votre candidat en 2021? Mais pas du tout. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Il nous a manqué de l'argent? L'objectif pour le mandat passé a été de doter le pays des infrastructures. C'est ça l'autorité de l'État. On doit pouvoir reconnaître que voilà la gendarmerie, voilà la justice, voilà la police et comment s'y rendre. La voie justement pour s'y rendre. Ça n'a pas été le cas dans beaucoup de départements. Ça a été l'objectif. Vous irez dans la Likwala pour aller installer les structures, vous verrez bien. Ça a été l'objectif de départ. Maintenant, c'est une œuvre humaine. Voilà, il y a des localités où, quand vous arrivez, vous sentez que ça a échoué. Voilà, mais là encore, je pense que la volonté, c'est de repartir et de bien faire. Pour parler de l'espoir, nous disons à ces jeunes que nous devons faire confiance au président de la République. Parce qu'il peut écouter. Voilà. Vous n'êtes pas déjà en campagne, hein? On vous le reproche déjà. Le Conseil supérieur de la liberté de communication vous le reproche. J'ai trop de respect pour le Conseil supérieur. Maintenant, bon, nous avons toujours des interprétations politiques des textes. Bon, ça c'est un autre débat. Votre collègue député du parti, qui est également parti dans un autre camp avec certains membres du parti, est-ce que vous-même, vous n'avez pas déjà détruit votre parti en étant assez indélicat envers certains collaborateurs? Lorsque vous avez des collaborateurs à qui le président a donné des fonctions et qui se sont enrichis et qu'ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, ils commencent à utiliser cet argent pour détruire les forces politiques qui soutiennent le président. Tout ce que nous avons connu à l'UMP, c'est le règne de l'argent. Les gens ont pris des centaines de millions. L'argent vous a divisé. Ah bien évidemment. Les gens ont pris de l'argent, ils ont fait des promesses aux gens des postes, et puis ils sont partis. Mais nous disons qu'ils ne gagneront pas.
parce qu'ils n'ont pas le temps de gagner ce combat. Et le parti, vous attendez la décision finale aujourd'hui? Nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Vous avez eu on va dire, un nouveau travail, Pona Écolo. Vous n'avez plus le cœur dans l'UMP, le parti que vous avez vous-même créé. L'UMP est victime d'une chose que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte, c'est la stratégie du choc. C'est-à-dire? Voilà. En 2015, en 2016, oui, il y a des gens qui se sont rendus compte que l'activisme des jeunes a commencé à montrer les limites de leur apport vis-à-vis du président. En sortant de ces 2 scrutins, ils se sont donné un objectif, c'est d'éliminer... De vous casser, de vous briser. De briser toute cette génération. La preuve, c'est que la première loi, l'une des premières lois qui a été adoptée, c'est de dire qu'il n'y a plus d'association politique. Si vous n'avez plus d'association politique à la base, comment voulez-vous que ces jeunes-là apprennent ce que c'est que le militantisme? C'était un peu quand même du folklore aussi, par-ci par-là, on avait les associations politiques. Mais est-ce que c'était pas assez trop quand même? Mais la loi encadrait. Attention, la loi Ibovi encadrait. Les associations politiques pouvaient exister, mais ils n'avaient pas le droit de présenter des candidats. Les candidats, c'était les partis politiques. Mais c'est un coup qu'ils ont fait. Mais pas contre nous, mais c'est contre le président de la République. Parce que la question que l'on se pose, que les gens là ne se posent pas, ce qu'ils ne disent pas en vrai, comment avons-nous fait pour gagner en 2002? Comment avons-nous fait pour gagner en 2009? Comment avons-nous fait pour gagner en 2015? Comment avons-nous fait pour gagner en 2016? D'où vient-il que cette stratégie qui a réussi jusque-là soit remise en cause? Nous sommes à quoi? 6 et 7 mois de la présidentielle. Est-ce qu'on avait besoin? Est-ce que c'était opportun que maintenant, que nous puissions faire une réforme de la loi électorale qui sème comme le doute dans la volonté du président de la République à organiser les élections libres et transparentes? C'est-à-dire que la réforme a fait voter les militaires 2 jours avant. Est-ce que c'était opportun? Nous avons eu la concertation de Brazzaville. Nous avons eu la concertation de Devo, de Dolisie, de Sibiti et de Ouesso. Est-ce que vous avez vu dans une seule de ces concertations où la classe politique congolaise s'est inquiétée du fait du vote des militaires? Ça n'a jamais été l'inquiétude de quelqu'un. Personne n'a posé ce problème. Vous n'adhérez pas à cette logique? Mais nous n'adhérons pas parce que ça crée le doute dans un scrutin où nous savons qu'il ne nous posait pas de problème. Alors, monsieur Tsalissa, à partir donc des toutes prochaines semaines, vous allez vous envoler vers le nord du pays pour continuer à faire de la structuration de vos instances. Nous sommes dans une période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Je vais peut-être vous donner 1 minute pour terminer cette émission, pour voir quel est le message que vous passez à l'endroit des jeunes qui, jusqu'aujourd'hui, développent un certain scepticisme, ne croient pas du tout à la pandémie de Covid-19. Ah non, il faut qu'on fasse attention. Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des éminents cadres de ce pays. Et cette maladie nous a arraché des parents. Étant donné qu'on n'a pas encore de médicaments, de traitements fiables, les mesures barrières restent l'unique moyen pour nous de nous protéger de cette maladie. Et là encore, je pense que dès le début, nous avons fait des propositions. Voilà. Il faut donner les moyens aux médias, voilà, pour faire de la sensibilisation. Il faut donner les moyens aux élus pour faire de la sensibilisation de proximité. Voilà, la sensibilisation, c'est ça. Voilà, il faut que les gens prennent conscience que la maladie existe et qu'on adopte une stratégie de communication qui soit adaptée à la situation. Merci, merci pour... Nous retiendrons donc de cette conclusion le message que vous avez passé à la jeunesse de comprendre que la maladie existe et votre point de vue assez clair sur cette nouvelle réforme sur la loi électorale. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevions M. Dean Elvis Tsalissa Okombi. Il est coordonnateur national de la plateforme
Pona Ekolo, Samuna Bouala, et il est également président de l'UMP, un parti politique qui a été suspendu et qui est toujours en attente de sa réhabilitation. Au revoir et à la prochaine occasion.